Bon allez, on continue, hein, toujours en 2025. Voilà, avec la suite de 2024, évidemment. Dans l'épisode précédent, on a vu les écarts qu'il y avait entre 2024 et 2025, entre l'épisode 15 et donc ce qu'on va définir comme base pour attaquer vraiment l'année 2025 et aller jusqu'au bout du robot. On a vu qu'il y avait environ 8 fichiers qui avaient été modifiés. Sur les 8, c'est pas mal. On en a modifié à peu près la moitié. Là, on va voir vraiment les petits détails fonctionnels des nouvelles fonctions afin d'avoir une base vraiment complète des paramètres. Et puis, on aura un fichier, enfin des fichiers qui seront vraiment nickel chrome. Ce que je faisais avant, c'est une erreur de ma part, c'est que je faisais des vidéos et en fonction des vidéos, je faisais des liens sur le site pour télécharger les sources. Mais le robot n'était pas vraiment fini, quoi. J'avais un peu d'avance, mais il n'était pas fini, il n'était pas vraiment complètement sec, comme on dit. Maintenant, j'ai fait autre chose. J'ai fait le code, donc le soft, il est fait. Le soft est fait, il est vérifié, contrôlé, il tourne, il ouvre des threads, il fait différentes choses, avec une stratégie à la noix, mais c'est pas le but. Pour l'instant, nous, ce qu'on veut, c'est un robot qui tourne. Donc il y a une stratégie, mais le soft tourne. Il est débugué, il est vérifié, il marche aussi bien sur MT4 que sur MT5. C'est contrôlé. Et à partir de ce soft-là, je fais des vidéos. Et donc ces vidéos, comme il est défini, là, le code il est propre, je sais quoi faire sur le site. Donc vraiment, je pars d'un objet, enfin d'un logiciel complet et fonctionnel pour faire autre chose. Ça m'évite de faire des bêtises, parce que dans les premières vidéos, c'était pas top, hein, je faisais des bêtises. Bref, ça c'est pour la petite histoire. 2025. Donc là, on attaque. On va avoir les différentes fonctionnalités qu'on va ajouter sur Tool. On a ajouté une fonction qui sera Microsoft, qui sera vraiment orientée Microsoft pour le nom des fichiers. Très important pour avoir vraiment un truc très très propre. On va avoir une particularité pour MetaTrader, aussi bien le 4 et le 5. Quand par exemple on est sur MetaTrader et on change d'unité de temps. Il y a des choses qui sont faites au début du logiciel qu'on ne veut pas avoir à chaque fois qu'on change d'unité de temps. C'est lourd. Donc du coup, j'ai fait une correction. Vous allez voir, c'est pas très très compliqué. Et puis, on va compléter les paramètres. Vraiment complet. C'est-à-dire que tout ce qui sera utilisé, enfin tout ce qui est utilisé dans le soft final sera mis dans les paramètres. Et après, on n'y reviendra plus. Pour de vrai, je vous jure, c'est vrai. Donc là, on fait une base saine. Et après cet épisode, on aura vraiment, ça sera le lot, je crois que c'est le 5 sur le site, qui lui sera mis à disposition et il contiendra tout ce qu'on aura vu et tout sera propre, fonctionnel, nickel chrome. On attaque. Bon, nous voilà de nouveau maintenant dans B1 Compare. Alors là, j'ai nettoyé un peu les fichiers. On n'en a plus que 4 que l'on doit analyser. Alors, on va commencer par le tool, dans lequel on a uniquement le fichier tout à la fin qui contient le contrôle du nom du folder. Donc là, j'ai pris référence sur ce site-là, qui est un site Microsoft, qui permet de vérifier comment définir si une chaîne de caractères est valide ou non pour un nom de répertoire ou un nom de fichier. Donc nous voilà sur le site. Alors vous voyez, bon, il y a tout un blabla qui explique différentes choses, convention d'affectation, et voilà. Et c'est là où on a les informations qui indiquent les caractères réservés. On ne peut pas utiliser les deux points, les guillemets, les barres obliques et tout ça. Du coup, si on respecte tous ces différents points-là, on se garantit quand même que la chaîne de caractères qui permet d'identifier un fichier ou un répertoire a de fortes chances quand même d'être correcte. Et en prenant toutes les informations qui sont là-dedans, non court, non long, vous voyez que c'est assez complet quand même, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ça, et puis j'ai traité, donc là, je le mets dans les commentaires maintenant. Donc j'ai pris ça, et puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Avant, on prenait que la longueur de la chaîne de caractères pour dire, si c'est inférieur à 2, on considère que c'est pas un répertoire. Oui, mais c'est pas vraiment ça. Là, ce que je fais, c'est que je prends le nom du folder ici qui est passé en paramètres et je le nettoie.
Vous savez que cette fonction, elle retire les espaces et les tabulations qui sont avant et à la fin, voilà, ça permet d'avoir un nom un peu plus propre. Ensuite, bah forcément, si le nom est vide, c'est une erreur. C'est pas un nom, c'est vide. Et ensuite ici, je vais faire une boucle. Alors oui, je vous ai passé, mais ici j'ai créé des variables locales, hein. Donc ici, je vais faire une boucle qui va de 0, donc l'emplacement du premier caractère, jusqu'à la taille, donc jusqu'inférieur à la taille. String length, c'est la taille de la chaîne de caractères. Donc il va comparer chaque caractère du nom qu'on a passé. Et là, je regarde. Donc déjà, dans L caractère, j'extrais avec cette fonction-là, j'extrais un caractère, et c'est ce caractère que je vais tester. Donc c'est simple, hein. S'il est inférieur à l'espace, c'est dans les codes ASCII ça, l'espace c'est le code numéro 32, tout ce qui est inférieur à ce code-là, ça n'a pas de sens. C'est pas de l'affichage. C'est des caractères de contrôle, pour du telex par exemple, pour des choses vraiment de bas niveau, on s'en fout complètement. Donc si c'est inférieur, c'est une erreur. Et après, j'ai listé ici tous les caractères qu'on a vus sur le site, donc les deux points, les backslash, les points d'interrogation, etc., etc., pour dire bah, si je tombe sur ces caractères-là, c'est une erreur, je ne peux pas l'utiliser, le nom sera refusé, donc je vire. Et à la fin, bah, j'ai quand même mon petit traitement ici qui était si je veux vérifier quand même que j'ai un backslash, donc un fin de nom de répertoire à la fin, bah, pareil, hein, voilà, si, alors, au lieu de faire sur une ligne, j'ai mis sur deux lignes différentes, c'est est-ce que je dois vérifier la fin en backslash? Oui ou non? Si oui, à ce moment-là, je vérifie que le dernier caractère, donc c'est la taille -1, est bien égal, alors là vous voyez double backslash, parce qu'en fait un backslash c'est pour entamer un autre caractère de contrôle. Par exemple backslash t c'est une tabulation, backslash l c'est un retour à la ligne, backslash ouais, tout plein de lettres comme ça qui font des codes particuliers. Mais si vous mettez un backslash avec backslash, bah du coup ça prend un seul caractère qui est le backslash. Donc là je regarde, si c'est différent, bah à ce moment-là c'est une erreur parce que là je voulais le backslash, exactement comme avant. Puis par défaut, bah, si j'ai vraiment eu aucune erreur, par défaut le retour est correct. Voilà, c'est un traitement un peu plus complet, et au moins on a un traitement après avec un nom où on garantit qu'il est un peu plus propre que ce qu'on avait pu avoir avant. Voilà, donc ça c'est une petite fonction qui n'est pas énorme, par contre on respecte vraiment des règles et une référence Microsoft. Ensuite on va attaquer Darwin. Alors pourquoi Darwin? Parce que Darwin, dans le dernier épisode, je vous ai dit ça on fait pas, on verra après. Mais maintenant on va le faire. Alors là ici j'ai une variable globale qui s'appelle gdinit qui est un entier. Qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, quand on est ici dans le onDinit, on a ici une raison, la raison de la fin du logiciel. On peut avoir plusieurs types de raisons et je vous en montre quelques-unes. Voilà les différents codes que l'on peut avoir quand on a cette onDinit. On a des valeurs ici, que j'ai mis ici avec les constantes connues par le programme. On peut avoir donc, en fait, tout bêtement terminé parce que on a vraiment appelé la fonction pour le retirer. Ça, j'ai déjà piloté ce genre de choses, c'est pas mal. On peut avoir aussi, quand on le retire du graphique par une opération manuelle, quand on recompile le fichier, quand on change la période ici, la période du graphique, enfin voilà, quand on ferme le graphique, tout plein de choses qui pourraient justifier des traitements particuliers. Et justement, que se passait-il jusqu'à présent? Vous savez qu'à la fin du onInit ici, voilà, donc au démarrage du logiciel, on fait toutes les initialisations et on fait ici, dans validation contexte ici, on affiche un message, on ouvre une fenêtre qui dit au fait le répertoire des logs c'est ça, le répertoire des paramètres c'est là, et puis on fait est-ce que OK ou pas OK. Et comme j'ai recompilé assez souvent et que j'ai fait pas mal de changements entre les périodes et tout ça, je me suis rendu compte que ce message, je l'avais tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Mais je m'en fous. Ce message, je vais l'avoir une fois quand j'ai mis le logiciel. Après, si je change d'unité de temps, qu'est-ce qui peut changer? Rien. Rien ne peut changer, puisque les répertoires des logs est toujours le même, le répertoire des paramètres est toujours le même,
Et puis les autres paramètres sont... Enfin, j'ai aucun sujet qui m'obligerait à avoir potentiellement un cas qui serait erroné par rapport à un autre cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais enregistrer le code de retour. Et si le code de retour, comme en fait c'est du statique, donc ça sera toujours mémorisé, si au démarrage, le code de retour, il vaut, par exemple, changement de graphique, je ne veux pas réafficher la petite fenêtre. Si vous ne le faites pas, vous allez voir, ça va vous très vite vous prendre le chou. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, un retour à la ligne, pourquoi pas, tac. J'ajoute cette variable ici, que j'initialise par défaut à -1. -1, c'est rien, hein, c'est pas connu. Donc, tranquille. Ensuite, dans le onInit, ici, je lui indique, alors, si tu as une erreur d'init, quand j'ai une erreur d'init, je veux afficher la fenêtre quand même. Même si j'ai redémarré ou changé le graphique, non. Si j'ai une erreur, je veux corriger l'erreur. Donc, je l'afficherai. Donc, si j'ai une erreur, donc si c'est incorrect, ou que ginit est égal à reason chart change, qui, je vous le rappelle, signifie que la période ici a été changée. Et effectivement, quand je passe de M1 à M5 à M15 à H1 ou tout ça, je ne veux pas revoir le message, surtout si j'ai pas d'erreur. Donc à ce moment-là, si j'ai ce code-là, ça veut dire que le code a été changé par son unité de temps. Et je ne veux pas re-avoir ce message. Donc si c'est égal à ça, bah, je n'afficherai pas. Donc voilà. Si j'ai une erreur ou que la condition de d'init est différente de ça, à ce moment-là, seulement dans ces cas-là, je vais afficher la fenêtre. Dans les autres cas, je n'afficherai pas la fenêtre. Ça m'a changé ma vie, je vous le dis. Voilà, donc ça c'est juste que j'ai englobé cette condition dans une autre condition. Et bien sûr, dans le onDeinit, bah ici, j'enregistre en fait cette information pour la prochaine fois que je vais relancer le logiciel. Ici, je vous avais dit dernière fois qu'on allait zapper. En fait, on peut le mettre, c'est pas gênant. Ça, c'est une fonction qui va être appelée, qui est appelée d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une modification sur l'écran. Si jamais le marché bouge, si vous changez la taille de la fenêtre, si vous changez quelque chose sur la fenêtre, à chaque fois qu'il va y avoir un événement, c'est pour ça qu'on dit event, à chaque fois qu'il va y avoir un événement sur le graphique, par exemple les mouvements de la souris, un appui sur une touche qui peut être programmé pour avoir un effet sur le graphique, tout ça sera consigné dans cette fonction. J'aime bien, c'est très intéressant cette fonction. Pour l'instant elle est vide, mais on va la remplir. Donc pour l'instant, hop, on le met, ça mange pas de pain. Et c'est tout ce qu'on avait à voir pour le darwin.mqh. Donc on se quitte, on fait ça, et maintenant les fichiers sont identiques. Je fais un refresh, il ne reste plus que deux. On va commencer par le plus simple, paramètres.mqh. Ici, on a juste tout à la fin des nouvelles fonctions. Une fonction ici qui est le getTypeVisu, où on va récupérer, d'ailleurs, hop, on va l'aligner avec le reste. On va récupérer la taille de l'affichage pour la fonction visu qu'on aura une prochaine fois. Donc ça, c'est bon. Et puis ici, on a vraiment le moyen de récupérer des informations très importantes. Est-ce qu'on a un horaire de trading qui nous permet de trader? Est-ce qu'on est dans une journée de trading autorisée ou pas autorisée? Est-ce qu'on est en dehors d'une zone de coupure? Vous savez qu'on peut définir à partir de telle heure, on coupe les ordres. Donc là, on permettra de savoir si on est dedans ou en dehors d'une zone de coupure. Typiquement, quand on est dans une zone de coupure, pas la peine de chercher d'ouvrir une position. C'est un peu ridicule. Et pareil, en zone de sécurité, ça c'est pour les news, est-ce qu'on est dedans ou hors une zone de sécurité? Voilà, c'est ces quatre petites fonctions qu'on va coder juste après. Et toute la partie prototypage est finie et c'est fait. Maintenant, il nous reste les paramètres publics. Et là, il y a un gros pavé à la fin. Tac. Le getTypeVisu, rien n'est plus simple que ça. Bon, alors le paramétrage, je vous le passe, hein, c'est pas grave. C'est juste on va sortir un entier. Et ici, on fait simple. Si la donnée est valide, je sors la taille. Et la valeur retournée par la fonction, ben, c'est tout bêtement la validité.
Donc on saura du coup si effectivement la taille est valide et si elle a été renseignée. Ça, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Donc ça, on le glisse à droite. Je ne vais pas être très profond dans l'explication parce qu'en fait on l'a vu sur plein d'autres fonctions. Bon alors comment savoir si on est dans une période de trading? Vous savez que dans les paramètres, on a défini une heure de début de trading et bien sûr une heure de fin. On peut les définir, mais on peut aussi ne pas les avoir définis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire déjà celle-ci. Est-ce que l'heure est définie? Si oui, on connaît l'heure ici. C'est celle-ci. Si elle n'est pas définie, à ce moment-là, on va dire que c'est 0h00. Par défaut, c'est le début de la journée. Ensuite, on va lire l'heure de fin. Est-ce qu'elle est définie? Oui ou non? Si elle est définie, ça va devenir ici l'heure de fin. Si elle n'est pas définie, c'est 23h59. Donc par défaut, toute la journée. Ce qui fait que si on n'a aucune des heures de début et fin qui sont définies, on a de 0h à 23h59, donc toute la journée. Donc on ne risque pas de perdre un créneau. Pareil, dans le test, on peut par exemple ici avoir 8 heures. Et ici, on va dire, je sais pas moi, 18 heures. L'heure de début est inférieure à l'heure de fin. Ça veut dire que tout ce qui est ici, on va dire, non, on est hors zone de trading. Par contre, on peut aussi avoir le cas où on a défini l'heure de début 8 heures et l'heure de fin, l'heure de début 18 heures et l'heure de fin 8 heures. Ça veut dire qu'on va travailler en fin de journée. Et là, c'est particulier. Pourquoi c'est particulier? Parce que c'est simple. On a ici 24 heures, donc le changement de journée. Et puisqu'on a dit que le début, c'est 18 heures, ça veut dire qu'on va travailler dans cet horaire-là. Donc 18 heures d'une journée et 8 heures de la journée suivante. Et là, tout ce qui est dedans, c'est bon. C'est-à-dire qu'entre 18 et 24, c'est bon. Entre 0 et 8, c'est bon. Et tout ce qui est à l'extérieur, c'est pas bon. Et ça, c'est pas pareil que ça. Parce que là, c'est ici que c'est pas bon. C'est-à-dire que tout ce qui est inférieur à 8 heures, c'est pas bon. Là, tout ce qui est inférieur à 8 heures, c'est bon. Donc il faudra prendre en compte ces deux conditions, à savoir est-ce que les heures ici début-fin est bien inférieur, supérieur ou supérieur, inférieur. On verra comment faire. Bon, nous voilà devant l'écran avec la fonction horaire de trading que je mets à droite, voilà. Donc là c'est simple, c'est vrai ou faux. Soit on est dans un horaire de trading valide ou dans un horaire de trading invalide. Alors comment j'ai fait ça? Eh bien écoutez, c'est simple. Alors voilà, généralement en 2024 je faisais du copier-coller entre deux écrans. Là je vous montre comme ça vraiment il n'y a pas de surprise. Vous pouvez déjà anticiper ce qui est à venir. Je vais définir une heure de début, je vais définir une heure de fin, et puis ici, c'est des structures qui vont me permettre en fait de prendre le type datetime et de l'extraire pour extraire en fait les heures, minutes, secondes, jours, mois, années, mais séparément pour faire vraiment du travail très très ponctuel. Je vais tout mettre les variables locales et puis après on va les utiliser petit à petit. Première chose que je fais ici, c'est que je vais transformer l'heure locale, donc l'heure du PC, en une structure. Et si jamais la conversion se passe mal, ce qui sera à mon avis jamais le cas, puisque le time local, il est de la machine, c'est le même. Du coup, je retournerai une erreur. Donc, par défaut, de toute façon, dès que j'ai une erreur dans le traitement, je retire faux. Ça veut dire que je ne peux pas travailler. Donc, je préfère dire que l'horaire n'est pas un horaire de trading. Donc là, ce que je fais, c'est que ici, je convertis l'heure locale dans une structure. Après, si je récupère donc l'heure de début, et si jamais j'ai pas d'heure de début définie, et ce qu'on a vu tout à l'heure sur le tableau, je vais dire qu'à ce moment-là, l'heure de début, c'est 0h00. Donc dans la structure que j'ai ici, je vais mettre l'heure à 0, les minutes à 0, les secondes à 0. Par contre, si l'heure est définie, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je convertis l'heure qui est enregistrée dans les paramètres, je la convertis en tableau, et je vais récupérer l'heure du tableau, donc l'heure du paramètre, dans
la structure de ma date locale. Ça fait quoi là? Tout ce petit traitement qui va d'ici jusque là. Quand je prends le temps local, il contient jour, mois, année et heure, minute, seconde. C'est quelque part la date et l'horaire. 3 paramètres de chaque côté. La date, je la garde, c'est la date du jour. Par contre, c'est l'horaire qui m'intéresse. Donc si j'ai un horaire connu, à ce moment-là, je le remplis avec le paramètre. Si j'ai un horaire inconnu, je le mets à 0. Et la date, elle, ne bouge pas. C'est bien aujourd'hui que je veux savoir si je suis dans un créneau de trading ou pas. Et d'ailleurs, à la fin, dans mon information heure début, qui est un type date time, à ce moment-là, je reconvertis ce tableau dans une information commune et utilisable directement en type date time. Donc ça, c'est uniquement pour définir l'heure de début. Ensuite, pour l'heure de fin, l'heure de fin, c'est quasiment pareil. Donc là, je vais récupérer l'heure de fin. Si elle n'est pas définie, c'est-à-dire que je vais jusqu'au bout de la journée, ça veut dire que tout ce qui est inférieur à l'heure de début, je ne suis pas en heure de trading. Je ne suis pas dans une zone de trading. Rappelez-vous le tableau, hein. Il y a les fameux crochets. Si la date de fin, l'heure de fin n'est pas définie, je suis à la fin de la journée. Et après, l'heure de début, c'est soit 0h00 si elle n'était pas définie, ou bien un horaire connu qui était dans les paramètres. Tout ce qui est avant, c'est pas l'horaire de trading. Et c'est ce que je fais là. Donc là, si jamais l'heure de fin n'est pas définie, il y a le point d'exclamation qui est ici, à ce moment-là, je pars du principe que si le moment aujourd'hui, enfin là, maintenant, le time local est inférieur strictement à l'heure de début, à ce moment-là, je ne suis pas en horaire de trading. Donc ça, c'est ce petit traitement-là qui fait ça. Par contre, si l'heure de fin est définie, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, pareil, je la convertis en tableau et dans la structure horaire de la date actuelle, qui était ici, hein, je vous le rappelle, c'était ce qu'on a fait ici. On a fait le fameux L-time struct, L comme local. À ce moment-là, je récupère dans le L-time local, heure, minute, seconde, les paramètres qu'on avait enregistrés, qui sont donc les heures, minutes, secondes de la fin de la période de trading. Et pareil, je l'enregistre dans heure de fin. Arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai là? J'ai heure de fin qui est définie et heure de début qui est définie. Puisqu'en fait, heure de début, il est ici, et heure de fin, il est là. Donc là, j'ai mon créneau. J'ai mon créneau en fonction de ce que les paramètres ont en eux. Et bien là, c'est facile. Si l'heure de début est inférieure à l'heure de fin, c'est-à-dire que j'ai un créneau qui définit vraiment début et fin. Si mon heure locale est inférieure à l'heure de début, ou bien si l'heure locale est supérieure à l'heure de fin, ça veut dire que je suis en dehors de ma zone de trading. C'est ce que je fais ici. C'est bien heure locale inférieure à l'heure de début ou supérieure ou égale à l'heure de fin. À ce moment-là, je renvoie faux. Par contre, si la condition ici n'est pas vraie, ça veut dire que j'ai mon heure de début et heure de fin qui sont inversées. C'est-à-dire que je vais trader en fin de journée et en début de journée. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les deux conditions particulières. Ici, c'est un OU et ici, c'est un ET. Et puis, bien sûr, dans tous les autres cas, je suis dans l'horaire de trading. À ce moment-là, je retourne vrai ici, ça veut dire que je suis dedans. Ça, c'est pour la première fonction. Ensuite, une autre fonction, c'est pour savoir est-ce qu'on est dans une journée de trading. Alors là, c'est pareil, on va voir ça. Donc là, si je ressors vrai, ça veut dire que je suis dans un jour où j'ai le droit de trader. Si je sors faux, c'est que je ne suis pas dans une journée où j'ai le droit de trader. Vous savez qu'ici, c'est les journées off. C'est là où on a décidé que cette journée serait off. Alors, les variables locales, qu'est-ce que j'ai? J'ai un indice parce que je vais scanner un tableau. Donc, il me faut une boucle pour pouvoir faire l'indice. Et puis, pareil, j'ai deux types de tableaux. Un tableau pour la date locale et un tableau pour la date que je vais lire dans le tableau. Comme tout à l'heure, ce qu'on fait, c'est qu'on convertit l'heure locale, la date locale, dans la date structurée du tableau. Et si jamais il y a une erreur, on sort en disant non, cette journée, tu ne la traiteras pas. Et là, tout bêtement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va scanner, on va parcourir tout le tableau des dates où on a indiqué qu'on ne traderait pas dans ces dates-là. Et on va convertir la date qui a été enregistrée, ici, et puis on va tout bêtement comparer avec jour, mois, année. L'heure, on s'en fout.
puisqu'en fait on veut juste une date avec jour, mois, année. Et si on a les informations qui sont cohérentes, ça veut dire que si aujourd'hui notre jour, mois, année est identique à une des dates qu'on a enregistrées dans le tableau, du coup on retourne faux pour indiquer que cette journée on ne doit pas le trader. Et puis quand on a fini de scanner ce tableau et qu'on n'a trouvé aucune date, à ce moment-là, on retourne vrai, ça veut dire que cette journée, on peut la trader. Voilà, ça c'est pas très compliqué. Ensuite, c'est un traitement à peu près similaire, c'est les zones, les heures de coupure, les zones de coupure. On a deux moyens d'avoir des zones de coupure. On a soit la date, enfin l'heure journalière, on sait qu'après chaque jour, après une heure précise, on coupe. Et puis on a des dates précises. Par exemple, on veut que le vendredi à 16 heures, pile, on ferme tout. Alors que les autres jours, par exemple, c'est 18 heures. Alors là, pareil, dans les variables locales, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on a une date et puis on a les fameuses structures parce qu'on va travailler vraiment dans la partie structurelle. Comme tout à l'heure, on convertit l'heure locale, la date locale dans une structure pour pouvoir travailler le contenu. Là, je vous rappelle qu'on a deux fonctions qui existent, qui est une fonction qui nous retourne ici l'heure de coupure des positions journalières, et puis une autre fonction ici qui va nous retourner en fait la date la plus proche que l'on a devant nous pour la fermeture d'ordre. Alors on les a déjà vérifiées hein, ces fonctions, donc il n'y a pas de risque, on sait que ça fonctionne. Donc là ce que je fais c'est que bon, on convertit l'heure locale, la date locale, pas de problème. Ensuite on récupère la date, enfin l'heure de coupure des positions journalières, et s'il y en a une qui est définie, parce que bien sûr on va tester que si c'est défini, à ce moment-là, on va l'extraire sous format de tableau et on va inscrire cette heure, minute, seconde dans la date actuelle. Comme ça, on a vraiment cette structure qui est vraiment en garde jour, mois, année et on n'a que les horaires de coupure que l'on convertit en date time. C'est pour ça qu'on fait ici struct to time. On va convertir ce tableau dans une date time complète et après on va comparer est-ce que l'heure locale est supérieure ou égale à l'heure et à la date de coupure. Et si c'est effectivement supérieur, ça veut dire qu'on doit couper les positions. Ça, c'est ce petit traitement, je vous le mets, qui va jusqu'ici. Et puis ensuite, on a l'autre fonction qui récupère la date. Là, on parle de date de fermeture obligatoire. Où là, carrément, ça va nous sortir tout simplement si dans la journée, on a une date et qu'on est dans une zone de coupure, par exemple, il va nous sortir cette date-là. On n'a pas de tableau à faire. Là, on récupère et si il a trouvé une date qui correspond à la journée, à ce moment-là, on va comparer pareil. Est-ce que notre heure locale est supérieure ou égale à cette date précise de clôture des positions? Et si oui, on va indiquer qu'on est dans une zone, on est en dehors d'une zone de coupure. Dans tous les autres cas, en fait, ça veut dire qu'on a fait tous les contrôles. Pas de problème, on n'est pas du tout dans une zone de coupure et on peut continuer à travailler. Voilà, donc ça, c'est fait. Et pour finir, on va faire une petite fonction beaucoup plus simple, c'est savoir est-ce qu'on est dans une zone de sécurité ou en dehors d'une zone de sécurité. Je vous rappelle, une zone de sécurité, c'est quand on a une news, on peut définir autour une zone de sécurité dans laquelle on ne veut pas trader. On veut supprimer, alors soit on veut interdire au robot de trader, et on pourrait même faire une fonction qui permet de dire dans une stratégie, si je rentre dans une zone de coupure ou de proximité d'une news, je coupe mes positions. Voilà, ça après c'est vous qui verrez ce que vous pourrez en faire. Donc là c'est simple, je récupère ici dans une structure de news économique, je lis où est la prochaine news, et après je regarde, est-ce que l'écart entre mon heure actuelle et la date de la news est inférieur ou égal à la borne, enfin à la limite de sécurité, et si oui ou sinon, à ce moment-là, je retourne vrai ou je retourne faux. Voilà, celle-là, elle n'est pas très compliquée. Tac, et voilà. Et à partir de maintenant, je vais faire ça, je sauvegarde, voilà, je fais rafraîchir, et voilà. À partir de maintenant, vous avez dans le lot numéro 5 l'ensemble des corrections, des modifications et des mises à jour que j'ai fait pour avoir un robot qui fonctionne. À savoir que tout ce que je vous ai montré là, c'est des choses que j'ai testées moi avec le robot complet. Voilà, j'ai pas fait une petite fonction comme on faisait avant en 2024,
où là, je faisais une petite fonction, on vérifiait que ça marchait, et après on allait et on avançait sur autre chose. Là, c'est intégré dans l'ensemble du robot. Donc je suis à peu près sûr que ça fonctionne. Bon voilà, c'est bon, c'est bon. On a un truc propre. Juste pour information, donc tout ce qu'on a vu, c'est le lot numéro 5. Ce lot, vous allez sur le site, vous le téléchargez, c'est exactement tout ce qu'on a vu depuis les 2 épisodes, depuis le début de l'année. Et c'est nickel. Ça, c'est propre. Ce qu'on a aujourd'hui, on a un fichier qui s'appelle Darwin. Ce fichier, il est accroché à 2-3 objets. On a les logs, les alertes, ça c'est pour la communication. On a les paramètres. On a les paramètres aussi, avec les 2 autres fichiers derrière qui sont le public et les private. Ça, c'était pour vous montrer qu'on pouvait en fait avoir des niveaux découpés derrière. Donc en fait, on a ces 3 fonctions pour l'instant. J'oublie, mais on a des petites boîtes à outils qui sont type et tool. Alors tool, c'est un peu des fonctions utilisables par tout le monde, et type, c'est un peu les fonctions, enfin c'est plutôt les types et les énumérés qui sont un peu généralistes pour tous les types de logiciels. La suite, on va voir les gestions du contexte. On va voir aussi tout ce qui est gestion du courtier, très important. On va voir aussi une fonction visu qui est j'aime bien, et ça vous donnera en fait l'occasion de voir comment afficher à l'écran. Ça c'est très bien. On va aussi avoir une surveillance. Surveillance, c'est une fonction qui va permettre de surveiller toutes les opérations en cours du robot, très important aussi. Ensuite, on a monnaie. Monnaie, c'est toute la partie money management que vous pourrez augmenter après au niveau fonction. C'est toute la gestion de l'argent évidemment. Et le plus important, juste derrière ici, on a donc la gestion de la stratégie qui lui contiendra aussi une sous-fonction qui contient toutes les données que peut avoir une stratégie. Ça veut dire que vous avez un ensemble ici, cette stratégie, c'est lui qui est très spécifique. Ça en fait, vous n'aurez qu'à travailler là-dedans. Tout le reste, c'est cohérent et c'est commun à tout le monde. Vous pourrez mettre votre stratégie ici, le reste fonctionne. Voilà le plan de bataille. Voilà, je tenais vraiment à vous le dire, on va vers tout ça. Et donc le lot 5, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est toute la partie paramètres. Le lot suivant, c'est toute la partie contexte. On va travailler maintenant sur le contexte. D'ici là, vous n'oubliez pas hein, l'abonnement, le like, le pouce, le like, le partage, le like, l'abonnement. Ouais, abonnez-vous plusieurs fois, j'adore. Vous avez donc le lot numéro 5 qui est sur le site, il est disponible, pas de problème. Le lot numéro 6 arrivera quand j'aurai fini les vidéos, comme ça j'accroche les vidéos sur le lot qui va avec. Vous pouvez aller voir avec mon lien, j'ai un lien d'affiliation qui est, enfin un lien d'affiliation, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, enfin bon, j'ai un lien pour aller chez DarwinX 0 pour pouvoir vous inscrire. Ce lien vous donne une réduction à l'inscription, donc allez-y, profitez-en. Et puis d'ici à ce que je fasse les vidéos pour le contexte, faites gaffe sur les marchés, allez-y, go. Si vous avez des questions, vous savez qu'il y a aussi du coaching. Alors, je sais que c'est cher, mais bon, voilà, ça vaut. Hein. Et si vous débutez dans le trading, il y a aussi une petite formation, petite, assez conséquente, qui est disponible sur le site aussi, si vous voulez vraiment démarrer dans le trading avec les bonnes bases. Je ne suis pas trader professionnel, hein, je suis trader particulier, mais j'ai utilisé toute mon expérience de maintenant plus de 15, déjà 15 ans d'expérience sur les marchés. Donc écoutez, je partage, pareil. Allez, sur ce, à très bientôt, prochaine étape, gestion du contexte.